Bonjour, dans ce cours magistral préenregistré qui concerne le module capteur du DUT. Alors ce cours concerne aussi bien le module P2 du semestre 2 du DUT, section classique de l'IUT GE2I de Saint-Étienne, que le module capteur vision du troisième semestre des CITES du GE2I de Saint-Étienne, Télécom Saint-Étienne. Voilà. Alors, les vidéos qui suivent se basent sur le fascicule que vous avez sous les yeux, qui est le module capteur, qui a été rédigé par M. Gérossier. Et c'est évidemment une tâche difficile de vouloir expliquer tous les aspects et tout ce qu'on peut comprendre dans le domaine très vaste et très diversifié des capteurs, mais on va essayer de donner une petite vue de ce qu'on peut y trouver. Eh bien, c'est que c'est assez difficile d'être exhaustif sur un sujet comme celui des capteurs. Hein, évidemment, les principes physiques qui sont derrière les capteurs sont très nombreux, puisque vous avez certainement entendu parler de capteurs de température, de capteurs de vitesse, de déplacement, d'accéléromètre, de capteurs d'humidité, etc. Et tous ces capteurs eh bien, reposent à chaque fois sur des principes physiques qui peuvent être très variés, capteurs de pression. Donc c'est difficile en fait de faire un cours qui va être exhaustif et qui va embrasser toutes les techniques de capteurs qui peuvent exister. Il y a des notions quand même qui sont générales, qui sont vues au début du cours, dont on va parler maintenant. Donc ce qu'on appelle évidemment la chaîne de mesure, ici. Sa structure générale, les standards de signaux qui sont utilisés pour communiquer, pour récupérer l'information des différents capteurs. Je dirais une partie un petit peu vocabulaire, où on va voir des notions qui sont aussi transverses à tous les types de capteurs, comme l'étendue de mesure, le zéro, la rangeabilité, etc. Ensuite, on parlera un petit peu de la réponse des capteurs, la réponse temporelle et la réponse fréquentielle. Vous avez déjà vu dans différents modules, notamment en système électronique, que on peut utiliser des circuits électroniques pour faire des filtres, pour rejeter tel type de fréquence, des hautes fréquences ou des basses fréquences. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, un capteur, il a forcément un rôle de filtre. Alors, on va parfois lui rajouter un filtre derrière pour rejeter ce qui nous gêne dans le signal qu'on cherche à capter. Par exemple, un bruit haute fréquence qui viendrait perturber une mesure qui est plutôt lente, comme par exemple une mesure de température. En général, c'est des mesures qui sont plutôt lentes. Et on sait que toutes les variations subites sont plutôt dues à des perturbations. Donc là, on va rajouter un filtre, mais un capteur, par définition, parce que c'est un système physique, il n'est pas capable de transmettre toutes les fréquences, bien évidemment. Donc il y a besoin d'avoir à l'esprit ces notions de réponse fréquentielle et de ces réponses temporelles aussi, parce que si on a par exemple un changement subi de la grandeur physique qu'on est en train de capter, comme par exemple, je ne sais pas moi, la pression ou la vitesse, eh bien, est-ce que notre capteur va être capable de suivre ce changement? Est-ce qu'il ne va pas en rajouter un petit peu? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas avoir un signal qui va surévaluer pendant un peu de temps la vraie valeur, etc. Et ensuite, évidemment, dans la partie D, ici, on va voir tous les types de capteurs, un maximum de types de capteurs, passifs, actifs, etc. Position, déplacement, les codeurs optiques, etc. Donc il y a pas mal de notions à voir ici. Donc il y a un choix évidemment qui a été fait sur les capteurs à vous présenter ici. Ça reste des notions qui sont accessibles, qui vous demandent quand même de bien avoir à l'esprit les lois physiques qu'il y a derrière pour comprendre ce qui se passe. Mais voilà, tout ça, ça va être abordé. Voilà, donc capteur de température, capteur à jauge de contrainte, mesure de pression et mesure de débit. Voilà. Alors, on va commencer justement par l'introduction et la chaîne de mesure. Alors, qu'est-ce qu'une chaîne de mesure? À quoi ça sert? Quelle est sa structure?
Évidemment, une chaîne de mesure, c'est quand on cherche à évaluer une variable physique, qu'on va appeler mesurande. Cette mesurande, ça va être voilà, pression, température, ce genre de choses. Et on va essayer de récolter, d'avoir une idée de la valeur de ces grandeurs physiques. D'accord? Donc ça peut être des variables du système, des variables environnementales, voilà, tout un tas de mesurandes qui vont nous être nécessaires pour contrôler et souvent asservir un processus. Par exemple, un four dont on veut contrôler la température, et bien dedans il y aura un capteur de température et on va asservir la machinerie qui sert à chauffer le four, qui peut être électrique ou une combustion quelque part, pour maintenir telle ou telle température. Évidemment, une fois qu'on a cette information, il faut être capable de la délivrer de manière appropriée, donc analogique ou numérique. Donc il y a ce qu'on appelle la transduction, où on va passer de la grandeur physique à un signal électrique, c'est ça la transduction. Et la numérisation, ça vous connaissez, quand on se met à parler en 0 et en 1. Alors, on a différents types de mesurandes, là il n'y a pas de surprise, ça peut être constant, ça peut être périodique, ça peut être avec une évolution qui est imprévisible, c'est-à-dire sans répétition, etc. Pardon. Alors, là, on a un petit tableau pour rappeler que c'est évidemment un marché qui est immense et de plus en plus sur les technologies de pointe qu'on trouve de plus en plus développées notamment dans le secteur automobile ou aérospatial, où on va asservir de plus en plus de systèmes comme la vitesse, où on va capter la pression des pneus, et puis aujourd'hui on va beaucoup plus loin évidemment avec les conduites semi-autonomes et autonomes, où là on a des capteurs de l'espace finalement, et de déplacement des objets, etc. pour asservir le comportement de la voiture ou apporter une aide à la conduite. Et évidemment, on voit ici, alors 2007, c'était il y a quelques années quand même, mais on voit ici le poids un petit peu en France de ces du type de mesure et dans quel secteur on a ces quelle importance ont ces capteurs dans ces différents secteurs. Évidemment, j'ai cité en premier l'automobile, l'aéronautique, c'est là qu'il y a énormément d'applications, mais bien évidemment dans les chaînes de production et puis en laboratoire, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est aussi de regarder un petit peu les grandeurs physiques qu'on cherche à mesurer. Donc, on s'aperçoit ici que finalement, les grosses demandes sont sur position, température, pression. Bon, là, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui de ce tableau, si l'ordre est toujours le même. Peut-être qu'il a un petit peu évolué, mais suivant les grandeurs physiques qui nous intéressent, il y a évidemment un impact économique qui peut être, qui est très différent. Et voilà. Moi, c'est vrai que j'ai toujours à l'esprit la température. Avant de voir ce tableau, j'étais persuadé que c'était le capteur de température qui était le plus répandu. Enfin, plus répandu, du moins qui avait le plus de poids économiquement. Alors, une chaîne de mesure, voilà sa structure. C'est assez simple, finalement. On a le capteur qui va nous délivrer un signal qu'on amplifie ensuite. Ensuite, il y a une petite étape ici de filtrage qui est assez intéressante. Elle est bien illustrée ici, je trouve, parce que on a ici un signal qui semble un petit peu bruité, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une variation qui est plutôt basse fréquence et qu'elle est superposée avec de la haute fréquence. Et vous voyez qu'ici au filtrage, on n'a plus que la variation adoucie de laquelle on a enlevé les hautes fréquences qui souvent correspondent à des perturbations électromagnétiques ou autres. C'est quand même ce qui se passe généralement. Évidemment, ensuite, le reste de la chaîne, vous en avez déjà entendu parler, on va échantillonner, on va convertir de l'analogique au numérique, et pour ensuite avoir de quoi traiter ces données via l'unité centrale. Donc vous avez ici ce que j'ai dit, en gros. Voilà,
Le filtrage, j'insiste un petit peu dessus parce que c'est quand même quelque chose que vous avez vu en système électronique notamment. Et c'est vraiment une notion, si vous poursuivez en école d'ingénieur, que vous verrez sans arrêt dans tous les domaines. Donc c'est intéressant que ça résonne avec d'autres cours, bien évidemment. Alors, si on continue, prenons une chaîne de mesure à plusieurs entrées, eh bien, évidemment, on va toujours avoir un processus physique avec différents capteurs, avec N capteurs. Hein, on peut imaginer que ici on surveille une voiture qui est en mouvement et on va voir plein de capteurs, le capteur de vitesse, le capteur de pression des pneus, le capteur de je franchis pas la ligne blanche pour les voitures un peu plus récentes, pas la mienne, peu importe. Et on a ici les différentes étapes qui sont les mêmes, avec un multiplexeur ici pour pouvoir bien récupérer les signaux, toujours passer par le CAN et aller à l'unité centrale pour ensuite avoir des actionneurs qui vont agir sur le processus physique. Donc, par exemple, si mon capteur de vitesse, en supposant que je veuille asservir ma vitesse, capte que la voiture est en train d'arriver sur une côte, eh ben, il faut accélérer, quoi. Hein. Voilà, donc on va avoir un actionneur quelque part. Mais bon, on peut appliquer ça à une chaîne de production aussi, bien évidemment. On suppose que là, on a, je sais pas moi, une production de boîtes de conserve. Je parle tout le temps de boîtes de conserve, je sais pas pourquoi. Mais, eh bien voilà, on peut avoir quelque chose qui va nous dire, ben voilà, la boîte de conserve est bien en place, l'étiquette est bien comme il faut, elle pèse le bon poids, donc on va pouvoir l'envoyer sur le convoyeur emballage. Donc on a un actionneur, quoi, avec différents signaux en fait qui sont orchestrés par le système de contrôle. Donc ça, je pense que là, je ne vous fais rien découvrir, mais c'est toujours intéressant de prendre un petit peu de recul. Alors, dans la chaîne de mesure, évidemment, on l'a déjà vu, mais c'est bien de réfléchir un petit peu au type de signaux qui interviennent. Les signaux continus, donc ça, c'est typiquement le signal qu'on va avoir lié à la grandeur qu'on cherche à observer, la température par exemple. On a des signaux discrets, donc là quand on va échantillonner, on va avoir des signaux numériques, et puis on va avoir des signaux aussi tout ou rien, et vous verrez d'ailleurs en TP, on a ici, il y a des capteurs qui sont directement tout ou rien. Par exemple un palpeur mécanique qui va détecter s'il y a quelque chose qui pousse ce palpeur ou pas, quoi. Et ça va ressembler fortement à un interrupteur, tout bêtement. Quelque part, un interrupteur de lumière, c'est un capteur tout ou rien de est-ce qu'il y a un monsieur dans la pièce qui veut de la lumière, quoi. Voilà, donc là vous avez les définitions des différents signaux. Il n'y a pas de surprise, hein. Faites bien quand même la différence entre le signal discret et le signal numérique. Hein. Le numérique est quantifié, d'accord, hein. Donc s'il est quantifié sur un nombre de bits limités, par exemple sur, je sais pas moi, 8 bits, eh bien il va avoir que 2 puissance 8 valeurs possibles. D'accord ? Voilà. Alors, souvent, là, ce qui est expliqué ici, le capteur délivre un signal de faible intensité appelé signal bas niveau. Et voilà, donc par exemple, un capteur tout simple, on va souvent avoir des tensions qui vont se compter en fractions de volts, quelques dizaines, centaines de millivolts, et des courants très faibles. D'accord ? Et donc on est obligé évidemment de passer de ce signal de faible intensité à un signal de plus haut niveau et qui va correspondre à différents standards qui sont normalisés. Donc il y a le standard 0,5 volts ou 1,5 volts ici en tension, voilà. Et puis le standard en courant, en milliampères, donc souvent le 420 milliampères, on en entend beaucoup parler. Par exemple, vous verrez en TP, vous allez utiliser un télémètre laser. Un télémètre laser qu'on peut configurer comme ça sur une sortie. On peut configurer une de ces sorties en courant, comme cela, en fonction de la distance. Donc c'est intéressant.
Et ça correspond à un standard. Alors évidemment, le 420 mA a plusieurs avantages qui sont explicités ici. Donc pas de problème sur les chutes ohmiques de la tension, peu d'influence des tensions parasites, de type magnétique notamment, transmission sur des grandes distances. Alors 1 km, ça peut sembler un petit peu masochiste de se dire tiens, je vais mettre un capteur à 1 km de mon poste de travail, mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a des chaînes de production et puis des usines qui peuvent être extrêmement grandes et on peut facilement avoir du câble. Donc ça c'est un avantage en fait qui est conséquent. On a besoin de moins de fils que pour que la tension par exemple. Le 4 milli, mine de rien, le 4 mA signifie qu'on a un signal nul, mais pas que le capteur est HS, voilà, ou qu'il y ait une rupture de transmission. Ça c'est intéressant, parce que c'est le désavantage du 0,5 V et puis du 0,20 mA aussi. Si jamais on a une rupture quelque part, eh bien on a 0 et du coup on ne sait pas si c'est la distance qui est nulle, si c'était un capteur de distance par exemple, ou si c'est le capteur qui est HS. Donc ça c'est important. Et puis on peut rajouter de l'information sur ces signaux. Ça c'est expliqué juste après. Bon, ici on a un petit schéma qui permet de prendre un peu de recul. Supposons ici, je sais pas moi, on a de la température, de la pression, de l'humidité, que les capteurs vont suivre. On convertit ça en 420 mA par exemple. Et puis, on va avoir des résistances de liaison ici. Et on va cet ensemble-là, qui est entouré de pointillés, peut être vu comme une source de courant, avec une amplitude variable et proportionnelle à la grandeur physique à mesurer. Donc c'est une source de courant variable, voilà, qui va varier en fonction de la température. Voilà. Alors, quel est l'intérêt aussi du 420 mA? J'y reviens, c'est qu'on peut superposer des informations des 0 et des 1. On est fan des 0 et des 1, évidemment, on fait tout avec ça aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle le signal de communication HART, j'imagine. Et en fait, l'idée, c'est de venir superposer sur le signal 420 mA, qui est souvent un signal basse fréquence. Supposons qu'on suive la température d'une pièce, ou même supposons qu'on suive quelque chose qui soit de l'ordre de la fraction de seconde, même une demi-seconde. Donc, par exemple, si on a un signal comme ça qui serait à, je ne sais pas moi, 10, qui pourrait varier jusqu'à 10 Hz, eh bien on peut superposer dessus une modulation de fréquence, de plus haute fréquence. Alors justement, là, les fréquences en jeu, c'est 1,2 kHz et puis 2,2 kHz. À quoi correspondent ces 1,2 et 2,2 kHz? Vous avez l'illustration ici, c'est-à-dire que superposé au signal du capteur, on peut rajouter de la communication. Et les périodes correspondant aux basses fréquences, à la basse fréquence 1 kg, 1,2 kg, c'est un 1, et sinon c'est 0. Et comme ça, on peut communiquer. On peut communiquer avec le système. Et donc ça, c'est extrêmement pratique, vous en doutez, parce que ça permet, à la volée, on va dire, c'est-à-dire en interrogeant le système, on va pouvoir changer l'étendue de mesure, par exemple, ou changer le temps de réponse, configurer le capteur. Ça permet d'envoyer des signaux de configuration, on va dire. Alors, signaux de configuration dans un sens comme dans l'autre. Et puis, superposé au signal. Ça, c'est le signal qui est proportionnel à la mesurande. Et qui, en général, est plutôt basse fréquence. Évidemment, si on avait un signal qui variait très vite, qui serait lui-même de l'ordre du kilohertz, on ne pourrait pas superposer, on ferait n'importe quoi. Vous vous en doutez. Ok. Alors,
quelles sont les caractéristiques statiques et dynamiques d'une chaîne de mesure? Et bien évidemment, la réponse du capteur, la réponse du capteur va être essentielle ici, par rapport à notre mesurande. Donc il y a deux types de réponses qu'on regarde. Qu'on regarde. La réponse statique et la réponse dynamique. Et du coup, c'est un petit peu, enfin c'est même pas un petit peu, c'est quasiment exactement ce que vous avez évalué, ce qu'on a regardé, ce que vous avez regardé en système électronique, où vous avez regardé la réponse d'un circuit, d'un filtre à un échelon, c'est-à-dire j'envoie un signal sur mon circuit, un échelon de tension par exemple sur le circuit RC, et on va regarder le temps de charge du condensateur, donc ça c'est le temps de réponse du circuit par exemple. On regarde donc ainsi les caractéristiques statiques. On peut regarder aussi les caractéristiques dynamiques. Donc le comportement transitoire temporel. D'accord ? Donc la caractéristique statique, c'est que quand, une fois qu'on a envoyé l'échelon de tension, qu'on attend suffisamment longtemps que tout se stabilise, on va voir la réponse statique du système, donc de notre capteur. D'accord ? La caractéristique dynamique, c'est justement le moment transitoire, le moment où on envoie l'échelon, c'est-à-dire qu'on passe de 0 à tant de volts sur un circuit. Et évidemment, sur un capteur, ça va être le moment où on passe de 0 degré à 10 degrés Celsius, si c'est un capteur de température, etc. Voilà. Alors, donc, pour ce qui est des caractéristiques statiques principales, donc, ça veut dire que ici, ce grand B là, en fait, on se dit, on va attendre que le capteur se soit stabilisé pour évaluer ces caractéristiques. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle l'étendue de mesure. Alors pas de surprise, il suffit de juste lire ce que ça signifie. C'est la plage de variation possible du mesurand pour que ce soit capté par le capteur. Donc évidemment c'est essentiel, si vous voulez un capteur de température pour vérifier un four à, 300 degrés, il faut que votre capteur puisse le supporter. Le zéro de mesure, donc là, c'est extrêmement simple, c'est la valeur d'origine de l'information délivrée par l'instrument. Et souvent sur les capteurs, on peut régler ce zéro. Voilà, donc on va éventuellement décaler le zéro en cas de besoin. Donc voilà ici un exemple, caractéristique d'un transmetteur de température délivrant un signal normalisé 420 mA. Donc vous voyez ici, vous avez en bas la température, donc la mesurande, ici. Voilà, c'est la température. Et le signal de mesure. Il faut commencer à vous habituer un petit peu à ce vocabulaire. Un signal de mesure, mesurande, c'est pas la même chose. Là, on est déjà sur des milliampères, donc un signal électrique. Là, on est sur une grandeur physique autre qu'on cherche à mesurer. Voilà, et puis là, vous voyez que vous avez une belle relation de linéarité, de proportionnalité ici entre les deux, quoi. Alors, qu'est-ce que la rangeabilité? C'est ce rapport-là. Donc, c'est la capacité qu'on a à ajuster l'étendue de mesure. Voilà. Et ça, souvent, on va chercher des capteurs qui sont capables comme ça d'être très flexibles. C'est le quotient entre l'étendue de mesure maxi et l'étendue de mesure mini de tel instrument, par exemple. Alors, après, ça dépend évidemment de l'application. Mais il y a un exemple qui est donné juste après, si je me souviens bien. Voilà, par exemple, un transmetteur de niveau qui dit que l'étendue de mesure peut passer de 60 cm ici à 30 mètres. Bon, ça nous fait une rangeabilité R de 50, ce qui est extrêmement pratique. Donc évidemment, sur une application où on va avoir besoin de distances courtes, et dont on sait que les distances sont limitées à 3 mètres par exemple, on va ajuster l'étendue de mesure à ce point-là pour avoir un maximum de sensibilité, de précision. On va venir après sur ces notions-là. Ça ne sert à rien d'utiliser toute l'étendue de mesure si on
si on perd en résolution de mesure après. Alors, qu'est-ce que la précision? Alors ça, c'est un peu un mot qui est savonneux, je dirais, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, sans trop... c'est normal, hein, sans trop savoir ce que c'est. Dans le contexte des capteurs, la précision, c'est quelque chose qu'il faut comprendre précisément, hein, sans mauvais jeu de mots, enfin, avec un mauvais jeu de mots, justement. Alors déjà, pour comprendre tout ça, supposons qu'on ait une température à mesurer. Et il fait 15 degrés dans la pièce. Comment on le sait? C'est une hypothèse sur le problème. Mais supposons dans la pièce il fait 15 degrés. Mais là c'est pareil, comment on le sait vraiment sans le mesurer? Après c'est un débat, mais supposons on a cette valeur vraie ici qui est de 15 degrés. Eh bien, on va mettre un thermomètre là-dedans et puis il va nous afficher, je sais pas moi, 14,99 machin degrés, et puis un autre capteur va nous afficher 15,0 degrés, mais même s'il nous affiche 15,0 degrés, il est évidemment quantifié. Enfin, si on lit ça sur un écran, c'est évidemment quantifié numériquement, hein, puisque là on n'a qu'une décimale. Donc quand on a ça qui est affiché, on ne sait pas si c'est 15,09 ou 15,01, etc. Je pense que c'est assez clair. Et évidemment, ce qu'on appelle l'incertitude de mesure, c'est la différence entre cette valeur vraie, donc celle vraiment de la température qu'il y a dans la pièce, et ce qu'on est en train de lire sur notre capteur. Cette incertitude delta M, elle dépend du capteur, mais en fait de toute la chaîne. Toute la chaîne. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit budget des incertitudes? Tout simplement parce que la note va se corser, parce que le CAN va avoir sa résolution aussi à lui, l'amplificateur va pas être forcément va peut-être rajouter un peu de filtrage non voulu, et puis le capteur il a ses limitations, etc. Donc tout ça, ça va rajouter des incertitudes. L'incertitude peut se déterminer a priori, et peut se déterminer aussi a priori quand on va étalonner notre capteur. Par exemple, si c'est une balance, on va mettre 1 kg dessus, un étalon de 1 kg, et là on saura si notre balance elle est comme il faut, quoi. L'erreur de précision, ça va donc être, c'est toujours rapporté à l'étendue de mesure, et c'est donné par cette formule-là, c'est donc l'incertitude sur EM. D'accord? Et EM, c'est max moins min, mesurant de max, mesurant de min. Okay. Alors la notion de précision, en fait voilà, on la comprend mieux si on regarde de près ces notions de justesse et de fidélité. Alors, il ne faut pas confondre tout ça, hein. C'est important, on aime bien mettre une ou deux questions de cours là-dessus à l'examen intermédiaire ou final, je ne vous dis pas lequel évidemment, hein, mais c'est important de voir la différence entre les deux, vous verrez c'est très simple. Alors attention, ça c'est pas une seule et même formule, hein. Il y a une formule en haut pour la valeur moyenne, la moyenne c'est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre, vous savez en faire avec vos moyennes dans vos modules, et puis l'écart type c'est ce qui évalue la dispersion des mesures, hein. Donc c'est les écarts à la moyenne, hein, vous voyez, donc MI c'est les différentes valeurs, et on fait la différence avec la valeur moyenne, on met ça au carré, on fait la somme, on divise par le nombre total des échantillons, donc des mesures de température par exemple, et on fait la racine, et ça c'est l'écart type. Et si dans une série où on devait, si je reprends mon exemple de 15 degrés tout à l'heure, supposons qu'on ait un capteur qu'on ait un ensemble de capteurs qu'on teste, ou même un seul capteur qu'on teste, mais qui nous fournit tout un tas de valeurs très disparates, très dispersées, 15, je sais pas moi, 18, 11, etc., mais on va avoir évidemment un écart type qui va être énorme. Et donc ça va nous renseigner sur la précision du capteur. Et puis au contraire, si on a un écart type qui est très faible, avec des valeurs qui sont très similaires, et on va avoir un capteur qui va être quoi? Précis, juste ou fidèle? Alors voyons voir justement. Alors en fait, la justesse, c'est un équipement, un instrument, un capteur est juste quand les erreurs systématiques sont faibles.
ça veut dire que la justesse, déjà, c'est donné par cette formule. Et si vous regardez bien, vous avez ici la moyenne moins MV qui est la valeur vraie, hein, M vraie, elle est ici, on la retrouve ici, divisé par la moyenne. Donc, un capteur est juste si l'écart entre si l'écart entre la moyenne des valeurs données et la valeur vraie est faible. D'accord? Donc vraiment la justesse, c'est si je fais la moyenne de toutes mes mesures, ben, si je tombe sur la valeur vraie, je suis juste. D'accord? Par contre, je ne suis pas forcément fidèle, parce que la fidélité, c'est autre chose. La fidélité, c'est plutôt la constance. Hein, on pourrait dire un petit peu la notion de constance. C'est-à-dire que, en fait, l'écart type, vous voyez que la fidélité dépend plutôt de l'écart type. Hein. Ici, on a sigma n sur la moyenne, d'accord? Et bien en fait, un capteur qui est fidèle, c'est un capteur qui n'est pas forcément juste, c'est-à-dire que la moyenne, c'est pas forcément la valeur vraie, mais par contre, il va toujours donner quelque chose de constant. Donc par exemple, il y a un schéma juste après, mais si je reprends mon exemple de la pièce à 15 degrés, bon ben si j'ai un capteur qui me dit tout le temps 16 degrés, 16 degrés, 16 degrés, 16 degrés, pour toutes les valeurs qu'il me donne, il va avoir un écart type qui est très faible, donc il va être fidèle. Il aura tout le temps faux, mais tout le temps faux de la même manière. D'accord? Évidemment, s'il donne tout le temps 15, 15, 15, 15, 15, ben, il sera à la fois fidèle et juste. D'accord? C'est évidemment ce qu'on cherche. Donc vous avez le schéma ici qui résume ce que j'ai dit, mais je voulais l'expliquer d'abord pour qu'ensuite vous voyez graphiquement. Donc imaginons ce fameux 15 degrés ici dans la pièce. Voilà. Eh bien, le capteur qui est fidèle et juste, il va vous sortir, à chaque fois que vous ferez la mesure, il va vous sortir... j'ai mal écrit. Il va vous sortir 15, 15,1, 14,9, 15,05, etc. Si il est seulement fidèle mais pas juste, et ben là, vous voyez bien, il va vous mettre 16 degrés tout le temps. Hein, j'ai 16, ça pourrait être autre chose, hein, mais c'est un exemple, mettre 16,1, 14,9, 15,9, etc. D'accord? Donc il sera à côté de la plaque, mais il sera fidèle dans sa bêtise, on va dire. Hein. Et puis, s'il est seulement juste mais pas fidèle, vous allez avoir une grosse dispersion. Et puis s'il est complètement nul, ni fidèle, ni juste, bon, il faut le jeter. Mais il va être complètement à côté de la plaque et il va dire n'importe quoi. D'accord? Ici, vous avez la notion d'erreur de précision, delta P, qui est donc la racine carrée de justesse au carré plus delta F au carré. Voilà, delta F au carré qu'on avait là-haut. Hein, si je ne me trompe pas, voilà, ici. C'est la fidélité, évidemment. Très bien. Alors, la sensibilité, ça c'est quelque chose que vous allez calculer très souvent en TD. Hein, donc là, je mets CF TD. Vous allez calculer la sensibilité d'un capteur résistif en pont de Weston, la sensibilité d'un capteur capacitif, la sensibilité d'un capteur de pression, de déformation. Tout ça, vous allez faire en TD. Et qu'est-ce que c'est que cette sensibilité? Finalement, c'est le rapport entre la variation de la grandeur de sortie, c'est bien une variation. Hein. C'est pas juste grandeur, voilà, c'est bien une variation de cette grandeur sur une variation de la grandeur d'entrée. Donc, typiquement ici, en bas, vous allez avoir des degrés, vous allez avoir des distances en mètres, vous allez avoir de la pression aussi, etc. D'accord? Et puis, en haut, là, vous allez avoir des volts, hein, ou des ampères. D'accord? Et ça, c'est la sensibilité K. Et évidemment, la sensibilité peut se définir graphiquement. Donc ici, on retrouve le même schéma, le même graphe que tout à l'heure, avec en bas la mesurande. D'accord? Ici, c'est la mesurande, température, pression. Et là, c'est le signal mesuré. D'accord? Et la sensibilité, c'est la pente, tout simplement. Vous voyez le coefficient directeur de la tangente à la courbe ici, et vous voyez bien que
c'est donc la variation delta y sur delta x ici. Hein. Si j'avais mon y là et mon x ici, je me retrouve avec tout bêtement avec le coefficient directeur de la tangente à la courbe. C'est la dérivée, quoi. Hein. Donc, la sensibilité au point M0 est définie par cette pente. Si la sensibilité est constante, on dit que le capteur est linéaire. C'est évidemment ce qu'on va chercher à avoir. Si on a une tension qui est proportionnelle à la température, c'est hyper simple ensuite de faire un asservissement. Hein, je vais écrire ici intérêt de point, c'est de réaliser un asservissement. Voilà, parce que si on sait on a une variation de température, on sait que notre variation de tension est proportionnelle, on pourra facilement asservir, parce qu'on saura comment régler le radiateur, par exemple, pour réchauffer la pièce comme il faut. Parce qu'on saura que, voilà, je dis n'importe quoi, si on a gagné, je sais pas moi, 2 degrés, que ça correspond pile à 50 millivolts, on sait qu'il faut mettre le radiateur à temps. Et puis si c'est linéaire, 4 degrés, ça fera 100 millivolts, quoi. Et puis on pourra régler le radiateur à temps. Voilà. Très bien. Donc évidemment, quand on est linéaire, on est plus content. Et souvent, vous verrez en TD, ce que vous ferez, c'est que vous allez regarder sur quel intervalle le capteur peut être considéré comme linéaire. Hein, je mets un petit truc ici, CFTD. On va regarder recherche, intervalle, donc une espèce de mini étendue de mesure, si vous voulez, recherche intervalle où le capteur est linéaire. Alors souvent ça va être un intervalle, souvent ça va être aussi, vous allez voir les problèmes de résistance de liaison entre une sonde résistive par exemple et un pont de Weston. Et dans un TD, vous allez regarder quelle est la limite, qu'est-ce qu'on peut tolérer en termes de résistance de liaison, donc de longueur de câble, c'est-à-dire à combien de mètres on peut placer notre capteur sans que ça délinéarise trop notre capteur. D'accord ? Voilà. Donc, la relation entrée sortie d'un capteur, là c'est ce que vous avez ici, est donc de la forme S égale Km. Alors attention, S c'est pas la sensibilité là, c'est la sortie, K c'est la sensibilité. Des fois en TD on appelle la sensibilité S, donc il ne faut pas vous emmêler les pinceaux. Il suffit juste de lire pour ça. La caractéristique peut également être de la forme Km plus S0 avec ici, vous voyez, une constante au départ. Hein, on passe pas forcément par 0 sur le graphe. L'écart de linéarité est défini à partir de l'écart maximal entre la courbe d'étalonnage et la meilleure droite. Il est exprimé en pourcentage de l'étendue de mesure. Voilà. Alors évidemment, ça va être l'écart de linéarité, c'est des choses qu'on va trouver souvent sur les données constructeurs. C'est-à-dire que le constructeur va garantir que son capteur est linéaire avec un écart de linéarité inférieur à, je sais pas, 2%, 0,1%, ça dépend de l'application évidemment. Donc vous voyez comment ça se passe graphiquement. Là, la réponse théorique, alors théorique c'est peut-être pas le meilleur terme, mais on va dire que c'est la réponse qu'on aimerait avoir sur notre capteur, la réponse idéale, qu'on devrait avoir en théorie. Et puis la réponse observée avec ici l'écart de linéarité. D'accord ? Parlons maintenant de la résolution. Alors évidemment, la résolution, c'est la plus petite variation de mesure qui va provoquer une modification de la grandeur de sortie. D'accord ? Donc là, alors attention, ça c'est pas le convertisseur analogique numérique. Là, on n'est pas en train de parler du convertisseur analogique numérique. Même si ça ressemble au graphe dont on vous parle quand on parle d'un convertisseur analogique numérique. Par contre, si on prend un système dans son ensemble, convertisseur analogique numérique compris, alors le système dans son ensemble aura une résolution qui va
dépendre du convertisseur analogique numérique, d'accord, mais aussi de toute la chaîne de mesure. Voilà. Alors, l'hystérésis, je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà croisé. L'hystérésis, c'est en fait, c'est la valeur que va fournir le capteur va dépendre du sens d'arrivée sur tel point de la mesurande. Donc vous voyez, on retrouve toujours, c'est toujours le même graphe. On a la mesurande en bas, M0, là, avec une valeur particulière. Et on s'aperçoit que sur certains capteurs, sur certaines grandeurs physiques, on peut avoir un hystérésis. C'est-à-dire que, prenons un exemple avec la température, parce que c'est facile, ça parle bien, ben on peut supposer que si notre température croît, eh bien, voilà, notre capteur, il va afficher, voilà, on suppose que ça c'est 15 degrés, hein, et qu'on est en train de chauffer la pièce, eh bien notre capteur ici, il va, je sais pas moi, donner, j'en sais rien moi, 100 millivolts. Par contre, supposons que la pièce ensuite chauffe trop, on la refroidit, et bien ici, on aura 150 millivolts, alors que la pièce sera toujours à 15 degrés. Mais l'inertie, alors c'est souvent lié à l'inertie, mais pas forcément, hein, mais l'inertie du capteur va faire qu'on a un hystérésis. C'est-à-dire que si le mesurand est croissant, on a une valeur qui est différente que si le mesurand est décroissant. D'accord ? Voilà. Donc évidemment, ce problème d'hystérésis, si on achète un capteur et qu'on regarde les données techniques, alors par exemple, la notion qu'on voyait juste avant ici, là, qui s'appelle l'écart de linéarité, eh bien, l'écart de linéarité va tenir compte de cette hystérésis, puisque ça fait partie des erreurs sur l'étendue de mesure. Voilà. Alors, grand C, caractéristiques métrologiques dynamiques principales. Alors, vous voyez, finalement, cette chaîne de mesure ici, c'est un système. Alors, un système, ça veut tout et rien dire. Mais finalement, ce schéma-là, ça ressemble un petit peu au filtre en électronique que vous avez déjà vu. Donc je pense que c'est intéressant de faire le lien. Et souvenez-vous, si on s'intéresse à la réponse temporelle de ce système, alors on va d'abord regarder la réponse temporelle, on verra ensuite la réponse fréquentielle. Mais par exemple, si on envoie, j'en parlais tout à l'heure, un échelon, eh bien on va souvent se retrouver avec une équation différentielle. Hein, en fonction des caractéristiques de notre système. Et si vous vous souvenez bien, la charge d'un condensateur sur un circuit RC par exemple, qui serait attaqué par un 0,5 volts, voilà. Donc là vous pouvez reprendre vos cours de SE1, alors les reprendre, juste relire le chapitre en question, mais vous avez vu ça, hein. On envoie ici un signal échelon qui passe de 0 à 5 volts par exemple. Et puis on va regarder ici en sortie la tension. Eh bien, si on s'amuse à faire une loi d'émail là-dedans, exprimer le courant I, etc., on va tomber sur une équation différentielle. D'accord ? Hein, si on fait une loi d'émail plus une loi d'Ohm, LDM, LDO, eh ben, on tombe sur une équation différentielle. Simple, en l'occurrence, dans ce cas, mais c'est juste pour faire le lien avec ce que vous avez vu. Évidemment, ça on l'établit théoriquement ici, sur le papier, mais sur un système réel, eh bien, on va envoyer comme ça des signaux caractéristiques, comme des signaux échelons, et puis on va regarder comment réagit le capteur pour caractériser la réponse du capteur. Donc voilà différents systèmes d'ordre 0, ordre 1 ici. Donc ça c'est des équations avec des solutions en exponentielle. Hein, par exemple ici sur ce système très simple, la charge d'un condensateur, on a une exponentielle qui apparaît. Pourquoi l'exponentielle ? Parce que l'exponentielle, ici sur l'ordre 1, la dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle. D'accord ? Donc si S est égal à sa dérivée,
bon, ben, on va plus facilement arriver à résoudre cette équation différentielle. Voilà. Le temps de réponse, alors justement on parle du circuit RC dans le détail juste après. Donc je vais gagner un petit peu de temps là-dessus, mais voilà. Prenons par exemple un capteur du premier ordre qui va être modélisé par ce fameux circuit RC. Vous faites la loi d'émail M de T, vous voyez, je fais ça moins ça égale 0. Donc ça c'est vraiment la loi d'émail, rien de plus. Et puis ça c'est la loi d'Ohm en régime quelconque sur le condensateur. Vous remplacez le I là-dedans, vous voyez le I là, il vient être remplacé ici et vous tombez sur une équation différentielle du premier ordre. Et ensuite on résout ce truc là et là vous voyez apparaître l'exponentielle que j'évoquais tout à l'heure. Exponentielle qui est juste ici avec ce fameux temps de réponse, la constante de temps du circuit qui est en l'occurrence ici donnée par RC. D'accord ? Donc là c'est intéressant parce que c'est un exemple clair où on a un système qui va mettre un certain temps à atteindre la valeur M0, la valeur du mesurand. Donc il a un temps de réponse qui n'est pas nul. Voilà, donc l'écart epsilon est donné par cette définition-là. Différence entre la valeur mesurée après un temps t et à la valeur t égale t infini. Donc voilà, on attend très 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 longtemps et on regarde ce temps pour atteindre... on regarde l'écart. Supposons, je sais pas, moi, on attend peut-être une heure, j'en sais rien, ça dépend des systèmes, on va attendre une heure pour que ce soit vraiment stabilisé, puis on va dire, tiens, au bout d'une milliseconde, à combien je suis de la valeur finale, au bout de 10 millisecondes, etc. Ok ? Donc sur un capteur du premier ordre, ici vous avez cette notion là où on voit la valeur finale qui est atteinte à 1% au bout de quasiment 5 fois taux, le fameux temps de réponse. Le temps de réponse taux qui est égal à RC pour le circuit RC, c'est 27% de la valeur finale. Regardons maintenant rapidement la réponse fréquentielle. La réponse fréquentielle, comment est-ce qu'on va l'établir à la fois théoriquement et expérimentalement? On va considérer des fréquences, donc des signaux sinusoïdaux ici. Et puis on va regarder le type de signaux sinusoïdaux en sortie qu'on a. C'est-à-dire on va regarder leur amplitude et leur phase en fonction de la fréquence en Hertz. Voilà. Et comme ça, on a une réponse temporelle. On va voir un diagramme de Bode en gain, si on regarde le rapport des amplitudes entre l'entrée et la sortie, et le diagramme de Bode en phase, si on regarde le déphasage entre l'entrée et la sortie. Vous avez déjà tracé des diagrammes de Bode, vous savez ce que c'est. Ici, vous retrouvez la définition de la fonction de transfert, donc ça, vous avez déjà vu. La transformée de Fourier, alors, vous n'en avez peut-être pas entendu parler encore, ou peut-être... On n'a pas le temps dans ce cours de vous expliquer tout ce que c'est, mais voyez ça simplement comme une opération qui permet de passer du domaine temporel ici au domaine fréquentiel, au spectre. D'accord ? Et voilà l'opération en question. Vous voyez qu'on fait une intégrale sur tout le signal à chaque fois pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Et vous voyez que les variables ici, la variable de départ, quand je pars du temporel, c'est oméga. Rappelez-vous, oméga, c'est la pulsation, c'est 2π fois la fréquence, et ça correspond donc à 2π sur t, la période du signal. Souvenez-vous, ici, on parle que de signaux périodiques. On parle que de sinusoïdes, on va dire. Même si n'importe quel signal peut être décomposé sous une somme de sinus, mais on parle que de sinus ici. Et puis l'inverse, vous voyez que la variable de départ ici, c'est la pulsation, on arrive dans le temps. Donc si on regarde pour la réponse temporelle d'un capteur du premier ordre, on retrouve
retrouve ici les quadifs de tout à l'heure. Hein. C'est les quadifs qu'on a pu établir sur le circuit RC tout à l'heure, ce genre de quadifs. Hein. Et si on fait la transformée de Fourier de chaque côté, alors il y a une propriété qui est très pratique dans le domaine fréquentiel, c'est que dériver, ça revient à une multiplication par j oméga. J oméga tau, par j oméga, ouais, parce que le taux il est déjà là. Hein. Voilà. Donc dans le domaine fréquentiel, hein, je vais mettre ça en fréquence, une dérivée, j'écris un peu mieux quand même, une dérivée, ça correspond à multiplier par j oméga. Alors, c'est pas non plus un secret, c'est pas non plus très compliqué à comprendre, mais on n'a pas trop le temps de vérifier ça, mais franchement, vous prenez un cosinus, vous le dérivez, vous avez un sinus. Si vous passez par les formules d'Euler par les exponentielles, vous voyez que vous multipliez tout simplement par j oméga dans l'argument d'exponentielle. Ok. Donc, ici, vous avez la fonction de transfert d'un système du premier ordre. Ici, vous reconnaissez un filtre passe-bas, d'ailleurs. Hein, là, on retrouve le passe-bas. Et ici, vous avez le diagramme de Bode en gain. Alors, vous avez la valeur, le module de la fonction de transfert qui est ici, avec la pulsation de coupure à moins 3 dB. Alors ça, on a ici une asymptote qui est droite, donc c'est 20 log. C'est plutôt 20 log du module de la fonction de transfert pour avoir cette coupure nette ici. Ah, je dis des bêtises, c'est pas vrai. Puisque ce qui est montré ici, c'est bien, je divise par racine de 2. C'est pas écrit moins 3 dB. Hein, mais bon, on a cette porte ici qui laisse passer les basses fréquences et qui coupe les hautes fréquences qu'on retrouve ici. Et ça correspond évidemment en gain en dB à avoir Gmax moins 3 dB à la fréquence de coupure. Voilà. Ici, vous avez l'exemple pour l'ordre 2 que vous étudiez en SE2 normalement, avec un tableau ici pour vous rappeler les questions de résonance et de dépassement en fonction de Z, ce qu'on a appelé Z ici, qui est le coefficient d'amortissement. Voyez. Pourquoi ordre 2 ? Ici, vous avez un petit carré. Et puis, dans l'équation différentielle, vous avez une dérivée d'ordre 2. Voilà pourquoi on parle d'ordre 2. Et ce Z qui apparaît va évidemment avoir une influence très importante sur la réponse. La réponse temporelle et fréquentielle, ça c'est la réponse temporelle à un échelon. Et vous voyez que suivant l'amortissement, on va voir, par exemple, quand Z égale 2, avec un fort amortissement, on retrouve ici un comportement comme le premier ordre de tout à l'heure, avec un certain temps pour atteindre la valeur finale. Et avec des amortissements plus faibles, on va avoir des oscillations comme ceci, avec des dépassements. C'est ce qui est rappelé ici. Alors évidemment, pour le module capteur, on ne vous demande pas de savoir ça par cœur, mais vous avez l'information ici. Et si on continue ici, vous avez la même chose en fréquentiel avec le diagramme de Bode ici en gain. On a bien 20 log du module de la fonction de transfert ici en dB. On retrouve pour des amortissements importants des comportements de type passe-bas pour premier ordre quasiment, et puis des résonances ici quand l'amortissement est très faible. Voilà. Donc voilà pour cette première partie de cours. Dans la prochaine partie du cours, on va aller directement dans les capteurs, parler des différentes grandeurs physiques et puis faire une liste un petit peu non exhaustive mais assez large quand même de différents types de capteurs. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez des questions. Voilà. Et puis, bon courage. Relisez tranquillement, réécoutez tranquillement ce cours.
pour vous habituer au vocabulaire notamment, mesurant, d'étendue de mesure, sensibilité. Tout ça, ça va être très important pour la suite. Très bien. Bon courage.